Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr pour vous parler de l'actualité cinéma-série de manière plutôt conviviale, soyons honnêtes. Et pour ça, le maître de la convivialité, le Philippe, celui qu'on appelle souvent le Philippe Catherine rose rouge. C'est lui, c'est Kerr. C'est un petit peu les deux autres couleurs de Philippe Catherine. Il a à la fois du blanc et du rouge qu'il porte en lui. Comment tu vas, mon Kerr, et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Déjà, bonjour à tous. On va parler des news, bien évidemment, ciné-série. Et avant de commencer, vu que tu as parlé de Philippe Catherine, JO, j'y suis allé et je tiens à saluer le viewer donc, de Cult Click qui m'a reconnu dans les tribunes et qui m'a salué. Donc voilà. On va commencer par le point pognon, mon cher Greg. Et point pognon intéressant parce que c'était la sortie de Deadpool et Wolverine aux États-Unis et à travers le monde. Et c'était attendu comme un succès. Spoiler alert, c'est un succès. Et un très très gros succès. Le film a réalisé le 6e meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis. Rien que ça. En engrangeant sur son premier week-end 211 millions de dollars. Donc c'est du très lourd. Sachez également que c'est le meilleur démarrage d'un film R-rated de tous les temps. Mais bon, ce record-là, c'était évident qu'ils allaient le prendre. Globalement, c'est au niveau mondial. Alors comme il n'est pas sorti dans tous les pays, il n'a pas autant marqué. Il s'est pas aussi bien classé dans les démarrages mondiaux qu'aux États-Unis. C'est le 12e meilleur démarrage de tous les temps et c'est le 6e meilleur démarrage pour un film de super-héros. Il est battu par Strange 2. J'étais assez étonné que Strange 2 ait fait un meilleur démarrage que Deadpool et Wolverine. Il faut dire qu'à l'époque, Doctor Strange 2 était très attendu parce qu'on en attendait monts et merveilles. Et notamment, on a la possibilité de voir des caméos de fous. Donc voilà. Et alors, truc cocasse, c'est que Hugh Jackman a refait le célèbre mème de Wolverine où il est en costume jaune sur le lit en train de regarder une photo de Scott et de Jean Grey, la larme à l'œil. Donc ça, c'était la version originale du dessin animé. Et donc là, il le refait, il est sur le lit avec une photo, et sur cette photo, c'est marqué donc Deadpool est numéro 1 mondial. Et Deadpool, lui aussi, a refait le même, mais avec une photo de Hugh Jackman en train de regarder la photo. Alors si pour Hugh Jackman, c'est drôle, la version Deadpool, je l'ai trouvé complètement bidon. Mais ça n'est que mon avis. Sur le box, donc du coup, comme Deadpool et Wolverine a écrasé absolument tout, les autres, ils ont dû faire avec ce qu'ils pouvaient. Et Twister se défend bien hein, parce que il a pour sa deuxième semaine encore 35 millions de dollars, c'est déjà pas mal. Et il est à 150 millions de dollars Twister, donc un joli succès pour le film venteux. Sachez également que derrière les Moi Moche et Méchant 4 est à presque 300 millions de dollars au box-office américain. Voilà, et que y a un truc à saluer, c'est Longlegs, donc le film d'horreur sorti par le distributeur indépendant Neon, qui a réalisé le plus gros succès du distributeur, puisqu'il a battu Parasite, le film coréen, qui était jusqu'à présent son plus gros succès, et qui a dépassé donc les 100 millions de dollars à travers le monde. Donc félicitations à Neon et à Longlegs. Un point animation, pour vous dire que La Reine des Neiges s'est fait déloger par donc Vice Versa 2, qui est devenu le plus gros succès de l'histoire de l'animation. C'est ouf. Vice Versa 2 est à 1,5 milliard de dollars. Donc La Reine des Neiges 2 était à 1,49. Donc il a pris ce record à La Reine des Neiges, et que actuellement au niveau mondial, Vice Versa est 12e. En passe de passer donc Fast and Furious 7 et donc de devenir le 7e. Il est même hyper bien lancé pour être top 10 puisqu'il n'est qu'à quelques petits millions de dollars de Avengers. 1,5 milliard, top 10 monde historique pour Vice Versa 2. Personne ne l'avait vu venir. Mais alors vraiment personne. Dans les surprises box-office, celle-là, elle est grosse. Vraiment. Voilà mon cher Greg, à toi, quelle est ta première news?
Alors, ma première news, c'est un petit peu pour faire... qui n'est pas vraiment une news. C'est juste pour vous en parler, la Deadpool et Wolverine. On vous a fait 2 vidéos sur la chaîne pour en parler. Et je vous invite vraiment à regarder un petit peu les vidéos et de promotion qui sont faites par Hugh Jackman et Ryan Reynolds autour du film. Il y a... Bon, évidemment, il y a le grand classique des Hot Wings où ils mangent les ailes de la mort, très épicées et tout. Bon, ça c'est sympa, mais le truc c'est qu'il y a une interview où ils sont l'un face à l'autre sur une table et ils doivent bouger un verre pour dire est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, et dans lequel ils te refont une quantité d'eux-mêmes, avec notamment à la question est-ce que si Daniel Radcliffe aurait pu jouer Wolverine, est-ce que Hugh Jackman peut jouer Harry Potter, et dans lequel il joue une scène de Harry Potter avec Ryan Reynolds qui joue Hagrid, avec une super voix de Hagrid, pour la petite anecdote, et on sent qu'il l'a déjà fait pour ses enfants. C'est la promo, elle est vraiment sympa. On a vraiment la sensation qu'ils sont très bien payés, qu'ils donnent tout pour le film, qu'ils l'ont fait vraiment pour les fans et tout. Moi, j'ai un avis qui est plutôt positif sur le film, avec des éléments de critique, mais globalement, je trouve que cette promotion, elle rajoute énormément au film, et ce n'est que mon petit avis. J'enchaîne par une deuxième news. Il y a quelques temps, on vous avait dit qu'il y avait une guerre civile chez Disney. Il y avait plusieurs des plus gros investisseurs ou personnes qui possèdent des actions chez Disney qui étaient en tension. Et quand on parle de tension, c'était tension ouverte. Ils voulaient virer Bob Iger, faire un vote de non-confidence, c'est-à-dire que tous les actionnaires principaux, donc il y a un board, le board, chacun a un certain nombre de voix. Ils votent, et si le board dit on n'a pas confiance dans le président a de facto l'obligation de démissionner, et puis on en nomme un nouveau, etc. C'était pas les gentils contre les méchants, hein. C'était pas Bob Iger, le grand méchant qui a fait Star Wars épisode 9, et les autres, Nelson Petz, qui a été le gentil, parce que lui, son but, c'était de ramener plus de rentabilité. Il voulait potentiellement de l'IA encore plus fort, il voulait potentiellement juste licencier des gens et tout. Donc c'était pas du tout un combat des gentils contre les méchants. Et sachez que Bob Iger a non seulement gagné, puisqu'il est toujours présent. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il avait gagné. Mais alors là maintenant, les autres ont carrément dit le Disney comme c'est maintenant, on n'en veut pas. Et du coup, il y a Perlmutter qui lui a visiblement liquidé ses actions, et Nelson Spence aussi aurait retiré ses actions. On parle de plus d'1 milliard d'actions Disney vendues comme ça sur la petite place du marché. Donc en gros, ils ont fait la brocante, ils ont dit qui veut mes actions, et ils ont regardé qui voulait rentrer. Donc évidemment, ça donne leur place de vote. Donc en fait, Disney, c'est vraiment à la fois un petit peu fouillé au niveau de ce qu'on y voit, des productions et tout, mais au niveau du management, pas du tout. Moi, j'en ai pris 25 millions. Ça me prend une place au garage. Je sais pas où les foutre, hein. Franchement. En tout cas, voilà. Donc Disney qui a l'air d'être un peu dans la mélasse. En tout cas, en gros, ce qui est sûr, c'est que le plan Bob Iger, qui est donc président jusqu'en 2026 minimum, 2026 et après, il devrait être à la retraite. Ce qui veut dire que là, dans les mois qui viennent, son piou-piou qui va former pour qu'il devienne président devrait arriver petit à petit sur les mois. Qui serait l'homme providentiel du monde des affaires qui remettrait Disney sur des rails que tout le monde a envie? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'embrasse le changement. On verra pourquoi. Je vais peut-être regretter mes mots. Ouais. Et moi, je vais vous parler de Disney également et vous faire un petit point pigeon. Du coup, j'ai besoin de roucoulade, mon chat Greg. Qu'est-ce que je peux te faire? Ah oui, le koala. Le koala, je le fais très bien. J'ai vraiment surpris pas mal de gens avec mon bruit de koala. On s'éloigne de plus en plus du pigeon, de notre point pigeon.
Donc là, c'était un pigeon agonisant. Alors, le point pigeon, ça concerne Disney. Puisque vous savez, alors Disney n'est pas en forme, comme tu l'as dit, mon cher Greg. On sait qu'au niveau des abonnés, c'est pas la fête. On sait aussi qu'au niveau de l'offre de contenu, c'est pas fou. Disney, du coup, histoire de nous séduire, histoire de nous tendre la main pour qu'on revienne, histoire aussi de montrer à ses abonnés à quel point elle les aimait et elle voulait les garder et qu'elle ne voulait surtout pas les perdre. Et ben Disney a décidé de durcir ses offres, et pas qu'un peu. Au programme, il continue la lutte contre le partage de comptes. Ils annoncent une lutte contre les bloqueurs de pub pour ceux qui regardent Disney+ sur PC. Le tout agrémenté d'une magnifique menace de suspension si tu es pris en train de regarder Disney+ avec un bloqueur de pub. Si tu es pris en train de partager ton compte, ils t'annoncent de suspendre. Voilà. Et ils ont fait une annonce qui n'a pas plu du tout, qui est la généralisation de la publicité à toutes les offres de Disney+. Alors, il faut lire entre les astérix, etc. En fait, quand on parle de généralisation de la publicité, c'est un peu flou. Et peut-être que sur les versions premium, en plein épisode de, je sais pas moi, Clone Wars, boum, vous allez vous prendre 30 secondes de pub pour Lidl, et du coup vous allez déchanter et vous dire, bon, bah, peut-être qu'il est grand temps pour moi de me désabonner, peut-être. Mais ça n'est... Il y a aussi d'autres possibilités. Il y a, dans les nouvelles conditions d'utilisation, ils évoquent le fait que des trailers puissent être mis avant les programmes ou que des annonces partenaires apparaissent sur la homepage de Disney+. En tout cas, tous ces éléments-là, que ce soit trailer, annonces partenaires, publicité, tout ça, c'est de la publicité. Ça va concerner donc toutes les offres donc, de Disney+. Rude là, d'autant plus que ceux qui avaient Disney+ avec l'offre Canal, eh ben, sont passés de l'offre standard sans pub à l'offre avec pub. Voilà. Donc du côté Disney+, c'est pas la fête non plus. Et alors là, c'est le moment où moi je vais aussi. Alors on n'est plus dans le point pigeon, mais on est dans le point. C'est un peu la panique chez les plateformes. Ben là, Max est bien parce qu'ils ont House of the Dragon et ils ont les Jeux Olympiques et qui, avec Eurosport, permet vraiment d'en profiter. Bon, il y a aussi bien évidemment le service public qui vous permet de regarder tout aussi bien les Jeux Olympiques, mais enfin, vous avez aussi la possibilité de le faire avec Max. Et là où moi je dis oula, je m'inquiète, c'est l'après. Et les grosses annonces du mois d'août pour Max, c'est la saison 3 d'Industry, série de HBO, qui a une arrivée majeure au casting, qui est Kit Harington, donc Jon Snow, ok. Et c'est donc la série La Cité de Dieu, la lutte continue. Mais là, concrètement, on n'est pas sur du lourd. Donc si Max ne réagit pas très vite en proposant du contenu vraiment vénère. Là, on a Kite Man, par exemple, mais c'est vraiment pour les hardcore d'ici. I'm a scat man. Kite. Ouais, tu le fais à chaque fois, mais non, c'est Kite Man, donc c'est l'homme cerf-volant, qui est un spin-off de la série animée Harley Quinn. Et ben, si Max ne réagit c'était pas plutôt le spin-off masculin de Cat Size? Non, pas du tout. Donc c'est si Max ne réagit pas très vite, j'ai peur pour ses abonnés français. Tu sais que moi j'ai déjà cliqué, donc j'ai pris mon abonnement via Apple et j'ai déjà cliqué sur ne pas renouveler. D'accord. Parce que je sais que du coup après House of the Dragon et les JO mitigé quoi. On verra si je reclique sur se réabonner. Un autre truc, c'est dommage parce que j'aime bien, mais la plateforme, tu vois, elle est propre, mais le truc, c'est que il n'y a pas assez de. Et c'est une très bonne remarque. La plateforme, elle est arrivée de nulle part, elle est bien plus propre que Amazon, par exemple. Qui a changé sa homepage d'ailleurs. J'ai eu peur. Mais qu'il y a des pubs. Oui, mais qu'il y a des pubs. Ouais. Donc, du coup, j'aime pas beaucoup les pubs. Accessoirement, je pense qu'on reparlera dans une vidéo bilan qu'on faisait sur les plateformes, on l'a fait régulièrement. Mais depuis l'arrivée de la pub sur Prime, donc moi j'ai pas souscrit à l'offre sans pub, j'ai regardé The Boys et Fallout. Alors qu'avant j'avais l'habitude de regarder des séries que proposait Prime.
Et je n'ai pas regardé, par exemple, la suite de séries que j'adorais, comme Outer Range, ou comme le truc du loup, là, Wolf, je sais plus le nom, mais enfin, qui était très chouette. J'ai pas continué ces séries-là, alors que c'est des séries que j'avais bien aimées, parce que la pub. Et en fait, je n'utilise quasiment plus Prime. The Boys est terminé, j'ai pas relancé Prime. Donc voilà. Et alors, autre truc sur les plateformes, Apple TV a annoncé leur volonté de changer de politique. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient à perte. Ils passent à gauche, mais c'était la belle vitrine d'Apple. Maintenant, ils ont décidé de réduire les pertes. Et alors, il y a eu 30 milliards d'investissements sur Apple TV+. Ils claquent des thunes de ouf. Là, aujourd'hui, ils ont annoncé l'arrivée au casting donc, de Boyle Brook, donc, qui est le héros de Narcos, qui était le méchant dans Logan, qu'on a vu là cette année dans le film The Backriders. Et il rejoint donc la série. Tu veux dire que c'est un acteur qui a joué plusieurs rôles ou c'est le multivers de l'Appleverse? Non, il a joué plusieurs rôles. Et Boyle Brook arrive dans la série The Morning Show pour la saison 4. Et il rejoint un casting qu'aucune série n'a quasiment. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, John Hamm, Greta Lee qu'on avait aux Oscars cette année, Marion Cotillard, Jeremy Irons. Enfin, c'est un casting de ma boule. Là, ils ont annoncé, alors là par contre, c'est là où j'en parlais sur la vidéo, je crois, Acolyte, que je vous invite à aller voir sur la chaîne. C'est le budget de chaque épisode de la saison 2 de Severance. Ils ont annoncé 20 millions de dollars par épisode. Mais c'est complètement impossible. Enfin, moi, j'ai vu la saison 1 de Severance. Il y a 19 millions qui partent sur un compte détourné. Je ne sais pas, là. Il y a un problème, là. Ou alors, la saison 2 n'a rien à voir avec la saison 1 et ils ont complètement craqué leur cible. Mais enfin, bon, je suis très étonné par ça. Apple avait l'habitude de balancer beaucoup d'argent, etc. C'était la vitrine. Et le truc, c'est qu'on a remarqué que récemment, ils avaient quand même annulé plusieurs séries. Et là, ils ont dit qu'ils allaient réduire vraiment la voilure et qu'il y aurait moins de thunes pour les séries et que potentiellement, si les séries marchaient pas du tout, c'est annulation. Et il y a un élément que j'ai trouvé absolument dingue sur Apple, qu'ont fait des analystes d'audience. Apple TV+ ferait en un mois moins au niveau mondial, hein, moins d'audience que Netflix en une journée. C'est rude. C'est rude, pourquoi ? Parce que Apple TV+, paradoxalement, est aujourd'hui considéré comme la plateforme des séries de qualité et a détrôné pour ça HBO. Voilà, elle est considérée, notamment aux États-Unis. Il y a un consensus qui dit, voilà, Apple TV+, c'est la nouvelle HBO, mais ça ne marche pas du tout. C'est vraiment un voilà mon cher pour ce point pigeon plateforme. Puisqu'on parle de plateforme, il y a un truc moi que je regarde pas mal sur une petite plateforme qui s'appelle la NBA. Je regarde pas mal la NBA sur accessoirement la NBA TV, l'abonnement en direct sur NBA. Et il y avait les renégociations pour les 10 prochaines années des droits de la dite NBA, donc l'association de basket américaine. Et donc, historiquement, Warner avait des deals, était l'acteur principal, notamment via la TNT, enfin via TNT, hein, pas la TNT française, via TNT qui est une chaîne américaine et qui avait donc l'émission NBA en TNT, qui est mon émission télé favorite. C'est le seul truc d'émission télé que je regarde d'ailleurs tout court. Et bien en fait, donc ils se sont fait dégager par la NBA c'est là où on voit que les temps changent. Salut MC Solar. Donc il y a Disney qui a fait le deal, NBC qui a fait le deal. NBC. Donc il y a d'un côté Disney, ça fait Disney ESPN, et de l'autre côté ça fait NBC Universal, et Amazon Prime qui ont visiblement tous les trois récupéré le lot global. Alors pour vous donner une petite idée, combien que c'est la NBA par an à ton avis, pour avoir le lot principal qui inclut, donc tu as les matchs un peu plus premium et notamment tu as les finales. Combien que tu donnes par an à la NBA pour pouvoir diffuser ça, mon cher Kier, si tu es Disney? Je le sais, mais je vais pas te le dire. Me pose pas la question.
Du coup, 2,6 milliards. J'hésitais. Je voulais juste qu'on ait un petit échange entre nous, hein, tout bien tout honneur. Mais donc du coup, 2,6 milliards par an. Alors après, ça a presque l'air un peu idiot parce que le deuxième deal, pour ne pas avoir les finales, etc., c'est 2,5 milliards. Et alors tous les chiffres se sont estimés par les experts parce que tout ça est très secret. Et Amazon Prime aurait donné 1,8 milliard. Et donc ça fait tous les ans, ça fait une petite somme. Bon, je sais que Kerr n'est jamais impressionné par ces gros montants parce qu'il vit en Picardie, hein, on rappelle, hein, donc le pays de la betterave. Et du coup, le truc, c'est que... Mais t'as pas dit le chiffre qui est impressionnant. C'est le total, en fait, sur 11 ans. Oui, mais bon... C'est 76 milliards. Un truc de dingue, quoi. Et donc, au final, le truc, c'est que ces petits sous, ce qui s'est passé, c'est que Warner n'était pas content. Ils ont essayé de refaire une offre. Elle n'est pas passée. Et du coup, vraiment, genre... le sel, sentez le sel de la personne qui a perdu le deal. Ils ont fait un procès, ils ont attaqué la NBA à la Cour de justice suprême en disant que il y avait un effet déloyal parce qu'ils avaient déjà le deal et qu'ils ont proposé les mêmes montants. Et la NBA a répondu que oui, mais à l'époque, donc il n'y avait pas les plateformes, que ce qui est important maintenant, c'est les plateformes. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que la NBA en fait veut, dans ce genre de deal, non seulement que ce soit diffusé en télé, ok, mais que ce soit diffusé sur toutes les plateformes. Donc on peut imaginer voir apparaître les matchs un peu moins bons ou enfin moins bons, en tout cas avec des enjeux sportifs un peu moins intéressants sur Prime et Disney+. Via l'abonnement Disney Plus ESPN, avoir les gros matchs. Ce qui rendrait d'un seul coup, en tout cas pour moi, Disney Plus beaucoup plus sexy que Disney l'est aujourd'hui. Donc comme on en parlait il y a très longtemps, l'avenir des plateformes est peut-être tout simplement le sport. Dans le sport. Puisque là, Max, moi clairement... Peacock aux États-Unis mise énormément sur les Jeux Olympiques de Paris, par exemple. Tout à fait, voilà. Donc ce petit laïus, ceux qui ne sont pas sport, ce petit laïus, pour en revenir à les plateformes, achètent beaucoup de contenu, mais là sont en train de se dire que le sport, c'est peut-être ce qu'il faut aller pister en premier. Je te laisse la news suivante. Et alors, puisque tu parlais de ça, mon cher Greg, moi j'ai eu... Alors, je pense que tu as dû voir passer la news, mais si tu ne l'as pas vue, ça sera une nouvelle qui te fera sûrement plaisir, puisque Amazon Prime, enfin Prime Video, s'est empressé de dire qu'il recruterait avec immense plaisir l'intégralité de l'équipe et l'émission Inside the NBA. Ouais, mais ça c'est... Franchement, c'est tiède. Puisque du coup le cast, en tout cas Charles Barkley, avait déjà annoncé qu'il n'y pas, donc bon, ils peuvent l'annoncer, ils savent que c'est gratos quoi. Oui, mais peut-être que Shaquille O'Neal, peut-être que Kenny iront, mais Orny Johnson, lui, il est bloqué. Et du coup, suite à l'insistance des personnes qui disent exactement ce que tu dis, ouais, peut-être qu'il va changer d'avis. Du coup, il a carrément annoncé que si TNT n'avait pas les droits, il prendrait sa retraite. Après, Charles Barkley, pour ceux qui ne connaissent pas, ancien immense joueur de NBA, notamment des Suns et de Philadelphie, est un personnage à part. Et par exemple, il n'a jamais voulu que son image soit utilisée dans les jeux vidéo comme NBA 2K, par exemple. Et c'est avec Reggie Miller, les deux très grands joueurs de la NBA qui sont pas dont l'image n'est pas exploitée dans les jeux vidéo cash machine de basket comme NBA 2K. Voilà. Je te fais une autre petite news, mon cher Greg ? Avec grand plaisir, si elles sont de qualité. Eh ben, écoute, je vais te parler d'un paradoxe. Tiens, j'ai envie de te parler d'un petit paradoxe. C'est un paradoxe qui s'appelle The Boys. Dans The Boys, on aime se moquer de Disney et du multiverse, de Disney et de la franchise, du cinématique universe, de tous ces séries, ces films, de Marvel à n'en plus finir, etc., etc. Parce que voilà, The Boys, ça ose critiquer. Et puis, c'est vrai qu'un cinématique universe, vraiment, c'est la loose. Il vaut mieux se baser sur
une œuvre, et puis s'y tenir, et puis en fait, bah non. Et du coup, The Boys a profité du Comic-Con pour annoncer plein de trucs. Ils ont annoncé, ils ont confirmé un spin-off qui s'appelle The Boys Mexico, qui sera le deuxième spin-off de The Boys après Jinve, dont la saison 2 arrivera en 2025. Donc c'est l'année prochaine qu'on aura la saison 2 de Jinve. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison 1 est sortie. Et c'est le cas de beaucoup de monde, puisque les audiences de Jinve n'étaient pas à la hauteur des audiences de The Boys, qui accessoirement, entre la saison 3 et la saison 4, ont vu leur audience, pour The Boys, augmenter de 30%. Donc c'est bravo à eux. Et ben ils se sont pas arrêtés à ça, mon cher Greg. En fait, ils se sont dit, pourquoi s'arrêter à 1 ou 2 spin-offs quand on peut en avoir un troisième? Et du coup, si la série The Boys sera potentiellement terminée à ce moment-là, il y a déjà un troisième spin-off qui est en route et qui s'appelle Void Rising, centré sur le personnage de Petit Soldat, Soldier Boy, interprété par un des héros de Supernatural, donc j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolé, mais qui joue super bien dans The Boys, j'adore le personnage. Bon, après c'est un vrai pourri dans The Boys. Et figure-toi qu'il aura comme co-star dans la série Stormfront. Voilà, donc pour ceux qui se rappellent de Stormfront, dans The Boys, on a une série préquelle sur vraiment 2 personnages très nauséabonds. Donc je ne sais pas du tout quelle va être l'ambiance globale de cette série, mais voilà, The Boys donc qui se moque du cinématique univers de Disney et qui fait exactement pareil avec ses séries. J'ai envie de dire, c'est sans surprise. Voilà, sans surprise. Et petite autre news qu'il y a eu au moment du Comic-Con concernant la série Le Pingouin, donc de DC, qui arrive très prochainement. Et ben, Colin Farrell a dit que une personne l'avait beaucoup inspiré pour jouer Le Pingouin et que c'était Harvey Weinstein. Voilà, ça c'est à toi, mon chéri. Merci mon cher Kerr. Du coup, eh bien, j'enchaîne avec des petites news. La première que je voulais vous faire, c'était dans un site vraiment pour les professionnels de l'audiovisuel américain, et je voyais qu'il y avait des débats en ce moment sur le fait que de plus en plus les scripts sont écoutés et non plus lus par les exés qui valident les scénarios. C'est-à-dire que quand quelqu'un envoie son scénario, il est habituellement, il y a des remarques, des annotations, et puis il le renvoie validé pour développement ou pas, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que de plus en plus, les exés utilisent des outils pour les écouter les scénarios en audiobook, pour pouvoir le faire en faisant leur sport, leur voiture, pour pouvoir en écouter le plus possible. Et du coup, des scénaristes sont en train d'essayer de se réfléchir à comment optimiser leurs scénarios, non plus pour être des scénarios classiques, mais être sympathiques ou de bien marcher à l'oral, quand ils sont lus par les outils. Donc il y a visiblement une extension Chrome et Firefox et un outil dans Adobe Acrobat pour pouvoir lire les PDF de cette manière-là. Et je trouvais ça marrant, et du coup il y avait des débats de est-ce que ça allait changer la manière dont les dialogues étaient écrits en mettant plus de ponctuation, parce que juste ces outils ont besoin de ponctuation pour pouvoir mettre du rythme dans la manière dont ils parlent, et je trouvais ça marrant, et je me suis dit mais est-ce que on va avoir 2-3 ans de dialogue plus rythmé, parce que juste en fait c'est comme ça que les exés le lisent. Donc je trouvais ça marrant de voir le cinéma changer sur des petits points juste parce qu'il y a des habitudes qui peuvent changer. Petite news qui est pas tout à fait ciné, mais qui est juste à côté, c'est la SAG-AFTRA, donc ceux qui avaient fait la grève des acteurs. Oui, et du coup, donc il y a la SAG-AFTRA qui est donc l'entité qui avait organisé la grève des acteurs à Hollywood l'année dernière. Eh bien,
et ben ils sont de nouveau là pour refaire une grève. Et alors avec qui? Et ben cette fois-ci, c'est avec le monde du jeu vidéo, parce qu'il y a également des acteurs du côté des voix off, du côté de la motion capture, et visiblement ils ne sont pas du tout contents de ce que les gros studios sont en train de proposer, notamment dans la partie de tout ce qui est intelligence artificielle, donc de protection donc en gros, si vous êtes un figurant ou vous venez faire de la motion capture, et que cette motion capture ne soit pas utilisée pour qu'après des IA soient entraînées et qu'on n'ait plus jamais besoin de vous plus tard. Et donc la saga Fra repart sur les mêmes bases que l'année dernière, mais dans le jeu vidéo. Donc si vous êtes joueur, attendez-vous à peut-être des ralentissements, parce que là ils ont validé, je crois qu'ils sont à la 2e étape de validation, donc il faut qu'il y ait plusieurs votes, et le dernier vote, 98% des membres sur 35 000 membres ont voté favorablement à la grève. Donc en gros c'est le dernier coup de semonce, et si les studios, alors on parle de qui? Leurs interlocuteurs, c'est Warner Bros, c'est Blizzard, c'est Insomniac, c'est Blizzard, Electronic Arts, etc. Enfin, c'est des très gros studios. S'ils refusent, et ben du coup, ils ne pourront plus utiliser d'acteurs sur le territoire américain, et donc potentiellement des projets vont être mis en pause. Voilà mon cher Kier, je sais pas si ça te parle, mais c'est marrant de voir du coup les problématiques de notre univers ciné-série qui se développe un peu à côté. Intéressant mon cher Greg. Alors moi j'ai une autre news qui concerne le Comic-Con et qui concerne les Anneaux de Pouvoir. Avec la saison 2, il y a eu un nouveau trailer que vous pouvez regarder. Focus surtout sur les créatures de la saison 2. Mais moi ce qui m'a le plus interpellé, on va dire, dans les dernières déclarations du duo donc, de showrunner de les Anneaux de Pouvoir, donc Weiss et Benioff. Ah non, c'est pas eux, Greg. On s'est trompé. C'est donc J.D. Payne et Patrick McKay. Et ben les deux ont révélé que dans la saison 2, on saurait qui est le fameux étranger. Ils ont dit que d'ailleurs, ils n'avaient pas eu pour volonté à la fin de la saison 1 de cacher quelle était véritablement l'identité de ce personnage, que pour eux, c'était pas un élément important de l'histoire, que l'identité de ce personnage, que du coup on saurait réellement qui il est donc dans la saison 2. Est-ce que cet étranger est Gandalf, ou est-ce qu'il est Saruman, ou est-ce qu'il est le père Fouras? C'est l'un des trois. Moi je vote toujours pour le petit 1, mais on verra mon cher Greg ce qu'il en sera avec la saison 2 qui débute à la toute fin du mois d'août. Est-ce que t'as envie? T'as envie Moi, j'ai hâte de la voir. J'ai cet espoir, mais je suis toujours trop optimiste et tout. J'ai cet espoir qu'il y a eu un accident, de la pression, c'est une erreur de jeunesse cette saison 1, et que la saison 2 va faire du mieux. Donc j'ai hâte de découvrir, et j'espère que tout ce qui n'allait pas dans la saison 1 sera réglé sur la saison 2. J'enchaîne avec mes petites news. Alors, je vous fais 3 petites news. Je vais essayer de les faire très vite. Ça n'a aucun rapport avec le cinéma-série. Mais je me suis dit que c'était important. Ça marche un petit peu sur les pieds de bande de tout ce qu'on peut parler sur l'IA, etc. Mais je pense que c'est 3 news d'utilité publique. La première, c'est sur Twitter, donc X. Il y a eu un nouveau paramètre qui a été activé qui permet en fait que tous les tweets qui sont publics que vous faites entraîne l'IA, donc Grok, qui est donc Grok, qui est l'IA de la société d'IA d'Elon Musk. Ça a été activé par défaut de manière silencieuse, donc c'est dans les paramètres sans que vous sachiez, etc. Donc si vous ne voulez pas que vos propos soient utilisés pour entraîner des IA, à désactiver. Le deuxième point, c'est l'État du Texas a eu 1,4 milliard, a fait payer 1,4 milliard d'amendes à Facebook pour l'utilisation de tags, suggestions, etc. Donc c'est pour de la reconnaissance faciale de la manière qui est interdit par l'État donc du Texas. Donc ayez conscience de
vos photos sur Facebook. Et pour finir, mais pas des moindres, TikTok là est sous le feu des projecteurs du département de la justice aux États-Unis, puisque visiblement des documents ont été fournis par le ministère de la Justice qui disent que les outils de TikTok scannent en permanence les utilisateurs et l'utilisation pour pouvoir loguer des informations sur des trucs comme votre opinion sur la politique, sur des controverses, sur le contrôle d'armes, sur l'avortement, la religion, et ils auraient amené des preuves pour montrer que tout ça était envoyé par un système qui s'appelle l'ARC directement à ByteDance en Chine. Voilà, donc si vous utilisez TikTok, faites attention aux informations que vous y mettez. Voilà, petit aparté, mais deux trucs qui me paraissaient être plutôt importants que vous sachiez si jamais vous utilisez n'importe lequel de ces réseaux. Mon cher KR, c'est à toi. Eh ben, mon cher Greg, ce que tu viens de m'annoncer sur Twitter, vu que je l'utilise encore, m'intrigue. Donc, je vais observer ça. Moi, j'ai un truc qui est une news un peu box-office, mais qui est aussi une référence à une discussion qu'on a eue en off concernant Jurassic Park, et peut-être même dans une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne. Ne ratez pas ça cet été, puisqu'on vous a préparé un truc sur Jurassic Park. On faisait la remarque tu m'avais fait la remarque c'est quand même incroyable que la franchise Jurassic Park ne soit pas plus grosse que ça au box-office. Et en fait, en faisant un peu des recherches, on découvre que Jurassic Park est la 10e franchise ciné la plus rentable de l'histoire du cinéma, avec 6 milliards de dollars in the pocket. C'est quand même devant Le Seigneur des Anneaux, qui est à 5,96, donc c'est vraiment kiff bourricot. Et alors, mon cher Greg, est-ce que tu veux essayer de les deviner, ceux qui sont devant, là, les 9 devant? Est-ce que tu penses que t'en as combien? Dis-moi. Alors, je vais te le dire. Comme on déteste se faire des devinettes. À chaque fois, ça marche jamais, mais c'est pas grave. Voilà, la 9e. X-Men avec 6 milliards 0,8, donc quasi rien. Donc le prochain Jurassic Park dépassera les X-Men, sauf si Marvel, bien évidemment, se décide à en proposer d'autres, ou si New Mutants dans une extended version sort et est un incroyable carton, ce qui n'arrivera jamais. Et puisque Deadpool et Wolverine ne fait pas partie de cette franchise. Je peux te donner des trucs au pif, ou je dois te donner un classement? Bien sûr, je te demande pas de les classer. Ok, alors, facile. Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Harry Potter est 4e. Attends, laisse-moi dire à chaque fois. Harry Potter est 4e avec 9,6 milliards. Voilà, Seigneur des Anneaux. Les Seigneur des Anneaux, je l'ai dit, ils sont 11e. Donc non. Star Wars. Alors Star Wars, non, ils n'ont gagné que 12,50 €. Ah non, je me trompe. Star Wars. Et bien évidemment, là, ils sont 3e avec 10 milliards. J'ai dit Harry Potter. Tu l'as dit, mais c'est bon, je le recompte. Non, je revalide. Ils sont 4e. Du coup, je te dirais Transformers. Transformers sont 12e, donc en dessous de Jurassic Park, mais c'est bien, ils sont dans le top 20, et avec 5 milliards. Twilight. Twilight est 18e avec 3 milliards. Ah, déjà, c'est fou que ça en soit là, quoi. Accessoires, t'as oublié vraiment des gros Fast and Furious. Alors, les Fast and Furious sont 6e avec 7 milliards. C'est un truc que je comprendrai jamais, quoi. Je comprendrai vraiment jamais. Voilà, je suis perdu, là. Alors, Daniel propose Mission Impossible. Ils sont 16e avec 4 milliards. Et tu as oublié un super-héros que tu ne peux pas blairer, qui a un problème avec les chauves et les souris. Ah, Superman. Superman. Donc,
DC est 7ème avec 7 milliards, mais ils font la différence, DC et Batman est 8ème avec 6 milliards. Je ne sais pas pourquoi ils font la différence. Ah non, c'est le DC Universe, donc vraiment l'univers Man of Steel jusqu'à Justice League à 7 milliards. Et l'univers Batman est à 6 milliards au total, donc avec les Nolan et les Burton, plus de Batman. T'as oublié un agent secret. Alors, oui, 007, évidemment. Le 007 est à 7,8 milliards, il est 5ème. T'as oublié le super-héros le plus populaire de la planète. Spider-Man est 2ème avec 10 milliards. Et alors, attention, entre le premier et le deuxième... C'est fou que Spider-Man ait tellement pris la grinta sur Batman. Alors que la dernière fois qu'ils se sont vus, Batman lui a mis 2 claques et lui a dit « Tu retournes au lycée. Hein. » tu prends pas de risque et tout dans les rues de Gotham. Il y a un tout petit écart entre le premier et le deuxième. J'ai pas dit Avatar, mais c'est même pas une licence. Enfin, Avatar est une licence puisque en fait il y en a 2 quoi. Et ils sont à 5,2 milliards avec 2 films. Correct. J'ai envie de dire James Cameron, il est là, il regarde les autres franchises, il dit ah, vous avez mis autant de films pour faire ça, vous? Bah, moi, 2 films. Hop, allez. Non, par contre, depuis la sortie de Deadpool et Wolverine, le MCU a pris légèrement sa place en tête, puisque le MCU a dépassé les 30 milliards de recettes au box-office, ce qui nous fait premier MCU, 30 milliards, deuxième Spider-Man, 10 milliards. Il y a 20 milliards de différence entre le MCU premier et Spider-Man deuxième. Je redis le classement dans l'ordre. 3e Star Wars, 4e Harry Potter, 5e 007, 6e Fast and Furious, 7e le DCU qui n'existe pas, donc qui n'existe plus, pardon. Donc il y aura un nouveau classement avec l'univers DC créé par James Gunn. 8e Batman, 9e X-Men, 10e Jurassic Park, 11e les œuvres de Tolkien, 12e Transformers, 13e Moi Moche et Méchant comprenant les Mignons 1 et 2, Avatar est 14e, Pirates des Caraïbes à 15e. Voilà mon cher Greg pour ça. Et bah vas-y, à toi. Merci pour cette transition tout à fait magique. Du coup, est-ce que tu avais bien aimé la série Dexter? J'avais bien aimé. Alors oui, et même New Blood. New Blood était plutôt... C'était ma question d'après, moi j'ai beaucoup aimé la série Dexter, mais New Blood je ne l'ai jamais vue. Pour moi la série s'était vraiment arrêtée à Dexter tout court quoi. Alors Dexter a une fin de série qui est catastrophique par contre. Le final. Mais j'aimais bien que voilà soit une série du passé qu'elle y reste. Et ben en fait les créateurs, enfin les gens qui possèdent la IP Dexter ont pas décidé comme moi en fait. Ils se sont vraiment dit non, c'est pas fini. Il va y avoir Dexter Original Sin, donc qui a été annoncé il y a quelques temps. Il y a également, donc il n'y a pas de nouvelles dessus, mais un spin-off autour du Trinity Killer, qui n'a pas encore une news depuis presque 1 an je crois. Et il y a maintenant Dexter Résurrection, où il va revenir. Voilà, je veux pas spoiler ce qui se passe dans New Blood, mais beaucoup de gens sont très surpris. sans spoiler. Voilà, j'enchaîne par une autre qu'il y a news. une photo. Il y a une photo de Dexter Original Sin qui vient de sortir. D'ailleurs, il était présent au Comic-Con Dexter, enfin pas Dexter en personne, sinon tout le monde se serait barré en courant. Mais il y avait la franchise. Uniquement Dexter, ceux qui ont des choses à se reprocher. Oui. Et la franchise Dexter était présente et il y avait Original Sin. Donc il y a un trailer, si je dis pas de bêtises. Et sur la première photo, quand elle est sortie sur Internet, tout le monde s'est dit, mais en fait, Dexter, il était plus jeune au début de la série que quand il est ado dans la série Dexter Original Sin. C'est moins le cas là maintenant avec les images que nous montre Daniel à l'écran. Mais voilà. Bref, il y a puisqu'on est donc sur du sang et de la bataille, les travailleurs de Disney, des Disneyland américains se mettent en grève. Il y a 14 000 travailleurs qui ont dit que à partir de mardi prochain,
Donc pas très longtemps après que la vidéo soit sortie ou qu'elle... Enfin, vous m'avez compris. Ils menacent de tous partir en grève puisque ils sont pas d'accord. Ils disent que Disney gagne beaucoup d'argent. Ils veulent tous partir en Grèce. T'y étais presque. C'était voilà, dans un bateau avec Giannis Antetokounmpo. T'étais vraiment pile dessus. Est-ce qu'il te reste beaucoup de news ou tu veux que j'enchaîne? Ouais, j'en ai quelques. Non, enfin, j'en ai un petit peu là, juste pour vous dire que l'acteur Joel Kinnaman qui jouait Rick Flag dans Suicide Squad, eh ben il va revenir, enfin il va apparaître en tout cas dans Peacemaker saison 2 et son daron, Rick Flag senior. A été casté dans cette saison 2 et il est interprété par Franck Grillo. Et donc comme on sait qu'il y a un souci, on va dire, autour de ceux qui ont vu Suicide Squad savent de quoi je parle. Il y a un souci, on va dire, physique, violent entre Peacemaker et Rick Flag. On s'était fait la remarque de Rick Flag senior potentiellement peut être vénère, quoi. Et donc du coup Joel Kinnaman devrait apparaître dans la série Peacemaker. Ça tombe, il sera dans plusieurs épisodes, mais au moins potentiellement dans une ou deux scènes. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vais faire un petit point Rebecca Ferguson si tu le permets, puisque Rebecca Ferguson a officiellement signé pour être un des personnages principaux de l'adaptation cinématographique de Peaky Blinders, donc toujours avec Cillian Murphy, qui devrait être la conclusion de la série Netflix. Et quand je dis adaptation cinématographique, je dis n'importe quoi, puisque c'est en fait directement un film pour Netflix. Mais quand on commet des erreurs, il faut savoir le reconnaître. Autre info sur Rebecca Ferguson, elle est actuellement l'héroïne de la série Silo. Et la série Silo, Apple a annoncé que la saison 2 commencerait le 15 novembre. Moi alors j'ai pas fini la saison 1 parce que j'ai tellement aimé le bouquin et j'étais tellement déçu par la saison 1 que j'ai beaucoup de mal à la continuer. Ça reste une série très correcte, il n'y a pas de souci, mais le bouquin est absolument formidable, je vous invite à le lire. Voilà mon cher Greg, à toi. Alors on enchaîne avec une autre news de Gina Carano que vous avez vu dans notamment le Mandalorian. Eh bien, a été virée il y a plusieurs années donc par Disney pour pas mal de choses. C'est pas que pour globalement des tweets, mais dans plusieurs directions possibles. Elle s'est moquée des LGBT, elle s'est, je crois, moquée des gens qui se costumaient en Star Wars. C'était pas mal pour quelqu'un de Mandalorian. Elle a dit que elle a fait un rapprochement entre le fait d'être républicain aux États-Unis et d'être juif sous la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, elle a fait le grand chelem. Et le truc, elle était anti-vax aussi. Elle avait visiblement, je me souviens plus, elle avait prôné que c'était bien la prise du capital et tout. Enfin, elle a fait le bingo. Et du coup, en fait, donc elle a attaqué pour licenciement abusif Disney. Et visiblement, c'est en train, donc au niveau de la justice américaine, il doit y avoir un premier juge qui vérifie s'il y a un cas ou s'il n'y a pas cas, pour aller vraiment définitivement devant le juge. Il y a aussi évidemment le moment où Disney pourrait décider de la payer pour dire on arrête le procès, puis tu dis à tout le monde que Disney c'est chouette, et tu mets les oreilles de Mickey pour vraiment pour le kiff. Et donc visiblement il n'y a pas d'accord pour l'instant entre les deux, et puis surtout un juge a dit si c'est un vrai procès, il y a des vraies raisons et tout. Du coup on pourrait imaginer plein de trucs, parce que du coup des acteurs qui se font cancel pour plein de raisons, il y a qu'ils reviennent et qui réussissent à gagner un procès pour dire voilà, je vais te payer, je vais te réintégrer dans le cast et tout. On pourrait avoir des trucs un peu cosmico-cosmiques. Du coup il y a Kim Cattrall, Ed Harris et Johnny Flynn, qui sont trois acteurs quand même pas mal, qui ont annoncé... C'est une ancienne voiture. Kim Cattrall, ouais, tout à fait. Qui jouait avec... C'est l'actrice de Sex and the City.
Avec Bichevaux, tu sais, ils étaient là, c'était vraiment un duo, tu vois. Et donc la BBC, qui est un petit peu l'équivalent du France TV en Angleterre, eh bien, a annoncé que, et sa branche audio, donc a annoncé qu'ils allaient produire avec ces 3 acteurs une série de 10 épisodes d'un drama, donc l'équivalent d'une série, autour de la CIA. Je trouve ça assez chouette. On voit qu'il y a toutes les semaines, je ne les couvre pas toujours parce que c'est pas toujours les plus intéressantes, mais il y a de plus en plus d'investissements dans le podcast, d'investissements dans l'audio. Et là, en fait, c'est une série en audio qui est produite par la BBC. Alors c'est marrant parce que il fut longtemps nos aïeuls qui vivaient proche du feu écoutaient beaucoup de pièces de théâtre en audio, etc. pour les aider pendant qu'ils partaient sans doute chasser le bison ou simplement faire de la voiture pour partir en vacances. Et donc le truc... Je mélange pas mal l'histoire proche et l'histoire lointaine, hein, je dois avouer. Et du coup, je trouvais ça chouette parce que c'est vrai qu'à titre personnel, j'écoute de plus en plus d'audiobooks. Et le fait d'imaginer qu'il y a des vraies séries uniquement et directement produites pour de l'audio, je trouve ça franchement plutôt cool si c'est bien fait. Et accessoirement, il y a sur Spotify déjà quelque chose qui est sorti comme ça, une web série, je sais pas, une audio série, je sais pas quel sera le terme officiel, sur Batman qui est sorti en multilangue. Vous avez le français entre autres. Voilà. À toi, mon cher Claire, je sais pas si tu es intéressé par ce genre d'initiative. Moi, je trouve ça cool. J'ai envie de tester et j'ai notamment très envie d'écouter la Batman. Alors moi j'ai une petite news pognon, une petite news fin de mois difficile concernant Robert Downey Jr. Vous savez qu'il a re-signé dans le MCU, il va jouer donc Doctor Doom dans les 2 prochains Avengers et pour ses films il a signé pour un montant de 80 millions de dollars. C'est énorme, plus une participation sur les recettes, donc Robert Downey Jr. va remporter beaucoup de piécettes. C'est marrant parce que avant qu'on ait les chiffres qui ont été avérés par la presse américaine, il y avait plein de gens sur Twitter qui déjà fantasmaient et se marraient à l'idée de combien pouvait aller récupérer Robert Downey Jr. et combien il avait pu faire casquer à Disney pour son retour. Bah là, on a les chiffres, c'est très élevé. Hein. Là, par exemple, Harrison Ford et le retour du réveil, pour son retour dans le réveil de la Force, il avait un gros salaire et un intéressement sur les recettes. Là, Downey Junior se fait encore plus plaisir. Résultat, donc, il a gagné. Il n'était pas dans le retour de la Force, ta news est chelou. Le réveil de la Force, pardon. Non, j'ai dit son retour dans le réveil de la Force. Oui, mais Robert Downey Jr. il n'était pas dedans. Il n'y a pas Iron Man qui combat avec des sabres laser. Non, je parle d'Han Solo Harrison Ford dans le réveil de la Force. Il avait eu 50 millions, si je dis pas de bêtises, plus un... Les gens qui, comme moi, écoutent sauront. Il est extrêmement tard et il fait extrêmement chaud avec la canicule. J'ai donc 2 formidables excuses si je me suis trompé. Au final, le MCU aura permis donc à Robert Downey Jr. de gagner un peu plus d'un $500 million, donc ce qui est relativement correct. Et en signant, mon cher Greg, pour ces 2 Avengers, il a également ajouté quelques petits avantages comme ça. Un jet privé, une sécurité dédiée et quand il sera sur le tournage, il n'aura pas une caravane, il n'aura pas 2 caravanes, il n'aura pas 3 caravanes, il aura un camping. Globalement, il aura une tripotée de caravanes. Alors à quoi bon ? Personne ne sait. Mais en tout cas, il pourra dire entre chaque prise: tiens, si j'allais visiter la caravane B12 de l'allée 16 de mon camping personnel sur le tournage, il pourra. Robert Downey Jr. Voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas encore signé chez Marvel, mais si Marvel veut me faire revenir chez eux, il n'y a aucun problème. Venez, on discute. Mais du coup, tu vois, quand tu as 500 millions de dollars, parce qu'un demi-million, j'essaie de faire la conversion. Quand tu as un demi-million de dollars... Un demi-milliard. Et donc, qu'on te dise, bon bah en fait, t'as dit à tout le monde que tu reviendrais pas,
mais tu reviens si on donne 100 millions de plus. 80. Qu'est-ce que tu vas... Ouais, mais il a un intéressement. Le truc, c'est que... Ça peut être bien plus. Attends. L'intéressement, ça peut être bien plus que 20 000. Non, mais je sais bien. Pour Harrison Ford, c'était bien plus. C'est pour ça que j'arrondis à 100. Mais du coup, le truc, c'est que... Tu vois, en quoi sa vie va changer? La cuillère qui était en or, il n'osait pas la changer, et là, il va la changer, tu vois. Enfin, il y a une maison. Il y a une maison de ouf qui lui plaît, et elle vaut 200 millions. Enfin, bref, moi ça paraît fifou. Et du coup, Robert Downey Jr., là, tu lui casses pas mal de sucre sur le dos, mais c'est un vrai camarade, c'est un vrai mec de gauche. Et pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que visiblement, aux grandes dames de Disney, quand il a découvert que ses autres co-Avengers ne touchaient que de 1 à 3 millions de dollars, eh bien, il a fait taper du poing rouge et de la faucille sur la table pour dire c'est une honte. Il faut que tous les autres Avengers soient mieux payés. Et visiblement, c'est lui qui a permis que Hemsworth et tous les autres reçoivent des salaires bien plus importants. C'est vraiment Robert Downey Jr. qui les a négociés pour eux. Voilà, pour la petite anecdote. J'enchaîne par une news que je trouvais marrante. C'est du coup le patron d'Universal Studios qui s'appelle Lucien Grange qui a dit qu'il allait attaquer et défendre de plus en plus les droits des artistes par rapport aux IA et qu'il considère qu'il ne faut pas attendre et qu'il vaut mieux attaquer tout de suite. Et je me dis c'est marrant parce que Universal là ils sont en train d'essayer de montrer aux artistes que ils sont de leur côté. Mais en même temps, je pense qu'ils aimeraient bien avoir des IA qui font la musique pour plus avoir à représenter des artistes. Donc je pense que les majors de musique vont être dans une situation assez cocasse. J'enchaîne par une autre news qui est encore plus cocasse. C'est le North Wales Health, qui est un très grand centre hospitalier à New York. Et là, vous allez me dire, mais oui. Eh bien, ce centre hospitalier a décidé d'investir dans des moyens de production audiovisuelle. Ils ont créé un studio qui s'appelle le Northwell Studio et ils ont créé une société de production et ils ont décidé que ce serait leurs médecins, leurs infirmiers qui participeraient à l'écriture de scénarios, qui participeraient au tournage, que si leurs patients acceptaient, eh bien ils pourraient, et donc qui signent des charges d'ayant droit, pourraient tourner et tout. Et en fait, ils ont donc c'est un vrai hôpital qui a décidé de se gagner un petit peu de sous en faisant de la production cinéma. Et j'ai trouvé ça complètement improbable. Et à ceux qui diraient oui, mais ils vont jamais réussir, ils ont déjà signé un studio d'accord de développement avec un studio, une société de production qui s'appelle Creative Chaos. Je trouve ça fou. Et en fait, leur discours, c'est de dire que à la fois ils veulent mettre un peu de beurre dans les épinards, mais aussi que du coup les dramas médicaux soient plus réels, sensibiliser un peu les gens. Alors toi, Kerr, qui est un vrai spécialiste des productions du coup médicales, qui regarde bon nombre des séries les plus scientifiquement justes, comme Grey's Anatomy, que penses-tu de production dont je n'ai plus le droit de parler sur la chaîne? Eh bien, c'est quand même cocasse, quoi, un hôpital qui se met à produire eux-mêmes leurs films et séries. Ils ont matière à faire avec ce qu'ils voient en permanence. Mais tu sais que la série médicale la plus populaire était celle qui était sans doute la plus réaliste, c'était Urgence. Hein. Et accessoirement, je l'ai recommencé la semaine dernière, et c'est 30 ans après. Oui, au moins 30 ans après. Un énorme kiff. Voilà. Tu l'avais vu quand t'avais 10 ans, donc c'était il y a bien 40, 50 ans cette série quand même. Du coup, le truc, c'est que m'en parle pas. Mais le problème, c'est que si ça marche pas, nous deux, ça marche pas, tu vois. Beaucoup de gens me trollent sur mon âge, ceux qui sont plus jeunes. Mais toi, tu peux pas me troller sur mon âge étant donné qu'on a le même âge. Si, les gens pensent tous que quand ils me voient, ils pensent tous que j'ai 10-12 ans.
J'arrive pas à rentrer en boîte de nuit à cause de ça. Du coup, le truc, c'est que il y a Fall Guys. Alors, c'est pas pour ça, c'est que potentiellement ton déambulateur sur la piste de danse peut être dangereux pour les autres. Ouais, puis j'ai un qu'avec toi. Du coup, ils me disent attends, deux gars de 60 piges, ça va pas. Donc aussi, non, si on termine ma dernière news, c'est Fall Guys. Fall Guys, qui est un film qu'a vu Kerr, dont il va vous parler dans quelques instants, qui est un de ses films préférés. Il en parlera mieux que moi. Mais ne dis pas de bêtises. Et du coup, Fall Guys va sortir sur les plateformes de streaming, mais dans une version altérée, extended cut, donc une version allongée. Et je trouve ça plutôt chouette. D'imaginer que des films comme ça, qui sont des films... Alors, Kerr vous dira à quel point il pense que c'est le meilleur film de la décennie, mais le truc, c'est que ces films-là sortent en salle pour essayer d'avoir une première vie en salle, gagner de l'argent, etc., puis ressortent en plateforme de streaming comme ils sortaient avant en Blu-ray, avec une sortie qui a de nouveau une communication, de nouveau un temps fort, pour qu'on puisse imaginer que ça s'applique aussi aux films entre 50 et 70 millions, qui sont les fameux films, qui sont des films avec un auteur, deux acteurs importants, et qui sont souvent les films Oscar. Voilà. Alors, du coup, Fall Guys, meilleur film des décennies ou du siècle? Non, mais j'espère vraiment. Alors, Fall Guys, sympathique, vite oublié. Et c'est un peu dommage pour un film de David Leitch. Après, le duo Ryan Gosling, Emily Blunt marche très bien. Mais dans ce film, j'ai détesté celui qui est actuellement le favori pour être James Bond, qui est Aaron Taylor-Johnson. Je trouve que c'est un de ses pires rôles. Et Winston Duke, qu'on avait vu dans Black Panther, est très cool. Mais par contre, là, tu as dit sortir un film et en faire une version longue un peu après pour relancer la communication. Pitié, mais vraiment pitié. Je viens d'avoir une idée atroce, mais une vision d'horreur. Mais pitié que Zack Snyder ne fasse pas ça avec Rebel Moon. Pitié. Je veux pas une version longue de Rebel Moon, quoi. Rien que d'y penser. À moi, du coup. J'ai d'autres news Marvel, et tu vas voir, elles sont hyper intéressantes, puisque Sean Levy, le réalisateur de donc Deadpool et Wolverine, a partagé une vidéo extrêmement touchante où on voit en fait Hugh Jackman découvrir pour la première fois une scène d'action majeure de la fin du film. Et donc, dans cette vidéo de réaction de Hugh Jackman, où il surjoue de ouf, et ben on n'y croit pas du tout. Donc, ça fait partie de la com autour de Deadpool et Wolverine, tu en parlais tout à l'heure. Cette vidéo, moi, vraiment, c'est plus possible. Et Charlie Cox, qui était absent du Comic-Con à propos de Daredevil Born Again, a révélé que la saison 2 allait bientôt commencer son tournage. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle si vous êtes fan de Daredevil. Et sachez aussi que Daredevil sera fort présent, d'après Charlie Cox, à la D23 qui aura lieu. L'énorme nouvelle, c'est que la saison 1 est déjà tournée, en fait. La saison 1 est tournée, elle sort bientôt. Et là, elle sort en début d'année 2025. Et la D23 donc qui aura lieu donc du 9 au 11 août sera le grand moment d'annonce, de glorification de l'empire Disney, avec donc 3 axes cette année. Le Marvel, vous allez voir, c'est hyper original. Marvel, Star Wars, Kerr, on sent ton âge, hein, t'as déjà fait cette news au début de la vidéo. Alors pas du tout, je l'ai fait dans la vidéo sur le Comic-Con Marvel. Oui, mais du coup, moi j'ai l'impression de tout le temps que tu fais les mêmes news. Oui, là, ceux qui n'ont pas vu la vidéo Comic-Con, tu vas aller faire un bowling? On va faire un petit bowling, on se détend là parce que... S'il n'était pas aussi tard et s'il faisait pas aussi chaud, je te proposerais bien d'aller faire une balade au bal Musette à côté du village, mais il fait vraiment très chaud. Il est au petit bal perdu. Voilà.
Très bien, mon cher Kerr. Est-ce que tu as d'autres news? Donc en fait là, si tu es un petit peu perturbé par la température, c'est le moment en fait on conclut. Ouais, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on en était, et on conclut en disant merci aux gens, merci de mettre un pouce, plutôt vers le haut généralement, mais bon après tout est possible. Et on remercie les tipeurs de permettre à ce que 2 personnes de notre âge puissent quand même vivre comme ça leur rêve, même si ça n'a en vrai pas beaucoup de sens. Et on remercie du coup tous les gens qui globalement se sont abonnés à la chaîne. Et après souvent tu fais notre rêve qui est de faire Cult & Click. Tu faisais à l'époque en tout cas des jeux de mots qui faisaient marrer comme ça les générations. Là je parle de vraiment la période d'après-guerre. Du coup n'hésite pas, hein, si on parle de la guerre contre les Prussiens, avec Napoléon III. Ça, tu vois, ça faut vraiment être vieux pour l'avoir, la vanne. Ouais. Ou juste avoir un peu de connaissance en histoire. Voilà. Alors du coup. Donc du coup je fais ça. Alors merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut ou vers le bas, c'est comme vous voulez, mais c'est plus cohérent vers le haut. Merci aux tipeurs, sans qui nous ne pourrions pas vivre ce rêve, malgré que nous vivons, qui est de faire Cult & Click malgré notre âge, plus de 60 ans. Voilà, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Pour toi et moi.